Un colloque de plus, c'est le 9e, avec beaucoup de soutien. Ça nous encourage vraiment. Alors un petit point, quelques regrets, il y a eu pas mal de défections à cause des grèves pour les transports, il y en a qui n'ont pas pu venir. Moi je reprendrai la parole s'il me reste du temps tout à l'heure, mais sans plus tarder, les participants ici, sur cette scène, vous les connaissez, je suppose. Agathe Cagé qui représente Madame la Ministre, qui a tenu à se faire représenter. Benoît Hamon, maintenant ça devient familier. On est ravis de l'avoir parmi nous, c'est la 2e année. Et les membres du bureau, le recteur Philippe Joutard, Corinne Ottomanicro et Gérard Loton, secrétaire de l'association. Tout le monde entend bien? Alors sans plus tarder, je donne la parole à Agathe Cagé qui représente Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher André Antibi. Mais messieurs, André Antibi l'a dit, je suis ici en tant que représentant de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui m'a demandé de vous souhaiter le meilleur pour les travaux que vous conduirez au cours de ce colloque 2016 du mouvement contre la constante macabre. Je ne vais pas m'essayer à l'exercice difficile des mots d'excuse, parce que je sais qu'il y aura un intermède consacré à ce sujet dans quelques minutes, mais la ministre regrette sincèrement et naturellement de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui parmi vous, au regard de l'importance qu'elle accorde à ce sujet fondamental de l'évaluation des élèves. Il y a quelques mois à peine, le 31 décembre dernier, la publication du décret relatif à l'évaluation des élèves à l'école et au collège, et des 3 arrêtés qui sont parus le même jour, a revêtu un caractère véritablement symbolique, parce que ces 4 textes réglementaires étaient les 4 derniers textes d'application de la loi du 8 juillet 2013 de programmation et d'orientation pour la refondation de l'école de la République. Et d'une certaine manière, avec la publication de ces quatre derniers textes portant sur l'évaluation pour appliquer ce qui était prévu par la loi de refondation de l'école de la République, on a vu l'évaluation arriver comme la dernière pierre de cet édifice de la refondation que le ministère de l'Éducation nationale conduit depuis 2012 avec l'ensemble des partenaires de la communauté éducative. Avec d'un côté les nouveaux programmes de l'école maternelle, les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire, le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, avec de l'autre côté ces évolutions apportées à la politique de l'évaluation des élèves. Le volet pédagogique de la refondation de l'école de la République marche sur ses 2 jambes. Il y avait un objectif clair qui a été fixé par la loi de refondation de l'école de 2013. Cet objectif, c'est le principe d'une évaluation positive, d'une évaluation simple, d'une évaluation lisible qui encourage les progrès, qui valorise les élèves, d'une évaluation qui soit compréhensible par les élèves et par leurs familles. Et je sais que vous consacrez aussi tout à l'heure un moment d'échange à cette question des relations de l'école et des familles sur ce sujet de l'évaluation. Et c'est vraiment cette évaluation positive, simple, qui valorise les progrès qu'il revient de privilégier. C'est ce qui va être fait avec le nouveau livret scolaire de l'école et du collège, à partir de septembre 2016, qui est un outil qui doit permettre de communiquer les résultats, les progrès des élèves à ces élèves et à leurs familles de manière claire, de manière lisible et de manière positive. C'est aussi le principe
qu'a désormais inscrit le décret du 31 décembre 2015 dont je parlais tout à l'heure dans le Code de l'éducation, où il est désormais écrit que l'éducation a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. C'est aussi, je pense que nous partageons cette analyse, le sens de la démarche que vous portez, de la démarche que porte le mouvement contre la constante macabre, pour promouvoir des dispositifs d'évaluation fondés sur la confiance. Et ce mot de confiance est véritablement un mot essentiel. C'est une démarche d'autant plus utile dans un pays comme la France, dont vous le savez, les élèves sont parmi tous les élèves de l'OCDE, ceux qui montrent les plus grands signes d'anxiété. C'est ce qu'on voit dans les résultats PISA. Les élèves français savent, bien sûr, comme tous leurs camarades de l'OCDE, mais les élèves français n'osent pas toujours répondre. Et l'objectif, c'est donc de faire de l'évaluation une démarche, et non pas seulement une mesure, afin que l'élève se sente encouragé et que l'élève se sente valorisé par l'évaluation, afin que l'élève se sente autorisé à enfin prendre confiance en lui, en ses capacités à progresser, à mettre en œuvre des pratiques évaluatives réfléchies, explicites. Et c'est une évaluation qui prend en compte les progrès des élèves et qui prend en compte les progrès de tous les élèves. Et c'est ce qui permettra d'augmenter le niveau d'exigence à l'égard de tous les élèves. L'évaluation, véritablement, doit être gouvernée par cette idée centrale du progrès. Ce qu'indique une évaluation, c'est certes des résultats à un moment donné, mais c'est surtout un chemin. Ce qu'indique une évaluation, ça ne doit pas être seulement un passé, ça ne doit pas être seulement un présent. Ce qu'indique une évaluation, ça doit être aussi l'avenir. Parce que c'est important de projeter l'élève dans l'avenir, dans ce qu'il a pu faire et dans ce qu'il va faire, dans le chemin vers lequel il peut progresser, et lui donner la confiance d'aller le plus loin possible dans ce chemin. Alors bien sûr, une des choses les plus difficiles qu'on ait à faire quand on parle des pratiques évaluatives, et quand on parle des pratiques évaluatives des enseignants, c'est d'avoir un regard critique, c'est-à-dire construit et positif sur ces pratiques évaluatives, sans que l'enseignant sur lequel on a ce regard critique sur les pratiques évaluatives se sente remise en cause. Parce que le phénomène de la constante macabre que vous avez décrit, c'est un phénomène qui est en grande partie un phénomène inconscient. C'est un phénomène sur lequel il faut accepter finalement de porter un regard extérieur, de faire un pas de côté pour voir pourquoi il se produit, et pour voir comment il se produit, et s'interroger sur ce phénomène de la constante macabre, comme vous le faites depuis maintenant plusieurs années. Essayer d'aller contre ce phénomène de la constante macabre, c'est pas critiquer les pratiques évaluatives de l'enseignant, c'est l'amener à faire un pas de côté pour qu'il réfléchisse sur ces pratiques d'évaluation et pour qu'il contribue à construire une évaluation plus positive, une évaluation qui mette l'élève en conscience. Parce que la difficulté, quand la confiance des élèves en eux s'amenuise, c'est qu'on perd une des dimensions fondamentales de ce que porte l'école de la République, c'est la dimension d'émancipation. L'école de la République doit aider les élèves à s'émanciper, c'est-à-dire que l'école de la République doit aider les élèves à aller de l'avant, et l'école de la République doit aider les élèves à avancer, et avancer le plus loin possible. Ce qu'on met en cause quand on conduit les élèves à ne plus avoir confiance en eux, c'est finalement leur croyance dans le fait fondamental qu'on peut lutter contre la fatalité, qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité de l'échec, il n'y a pas de fatalité de l'absence de réussite. Il faut juste permettre à l'élève de pouvoir surmonter une erreur, de pouvoir surmonter un échec, et de pouvoir croire à sa réussite. Parce que l'erreur, finalement, c'est avant tout, je pense, quelque chose qui nous permet d'aller plus loin sur un chemin. C'est ce qui est fondamental dans la confiance et dans cette relation de confiance que vous essayez de valoriser et de mettre en avant. C'est que la confiance, c'est avant tout savoir apprendre de l'erreur. C'est ce que nous dit, permettez-moi de le citer, Edgar Morin, quand il dit l'erreur a ses sources dans la connaissance elle-même. Si je fais une erreur, c'est que d'une certaine manière, je suis déjà en train de savoir. Alors je vais pas être plus longue. Je voulais juste
souligner que de ce travail sur l'évaluation de ces réflexions, de ces échanges, sur l'évaluation de ces réflexions, de ces échanges, sur comment je peux donner davantage confiance aux élèves, comment aussi je peux leur montrer davantage en tant qu'enseignant que j'ai confiance en eux. On ne peut tirer que des bénéfices, on ne peut tirer que des bénéfices pour les élèves, on ne peut tirer que des bénéfices pour les enseignants eux-mêmes également. C'est pourquoi la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche m'a demandé véritablement de vous dire toute l'importance qu'elle attachait à vos échanges de ce jour. Et c'est pourquoi, si je peux me permettre encore juste une citation, même si je sais que Léonard de Vinci disait que l'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu, je pense que ça vaut le coup de tenter aujourd'hui avec vous de courir ce risque de la confiance dans l'évaluation d'ailleurs comme ailleurs. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci. Bonjour à tous. Bon, je suis très heureux de revenir vous voir. Ce sera désormais un de mes rendez-vous avant l'été. Très heureux que vous ayez donné la parole à Agathe Cagé au nom de Najat Vallaud-Belkacem, mais je trouve que c'est bien que l'on puisse voir et entendre ce qui, en coulisses, œuvre utilement à faire avancer les questions sur lesquelles vous êtes mobilisés, notamment celle d'une évaluation bienveillante des élèves. Et Agathe, qui a travaillé avec moi, qui auparavant avait travaillé avec Vincent Payon, et travaille maintenant avec Najat Vallaud-Belkacem, joue un rôle important sur ces questions. Et donc, je suis très heureux d'avoir pu l'entendre et que vous l'ayez invité. Bon, quelques mots. J'avais envie de vous faire quelques remarques un peu générales, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on parle de bienveillance et de confiance en ce moment dans ce pays. Donc, il faut profiter des minutes que nous avons ensemble, en jouir pleinement. Et essayer à partir de là de réfléchir au moment politique dans lequel nous sommes. Mais je me faisais la réflexion, puisque pendant les 5 mois où j'ai eu l'immense honneur d'être ministre de l'Éducation, on avait lancé avec Étienne Klein et derrière à la manœuvre Agathe Cagé une conférence sur l'évaluation avec des recommandations qui, à mon sens, allaient dans la bonne direction, et derrière bon, une communication présidentielle qui avait un tout petit peu fermé le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire, avant même que le rapport ne soit rendu public, et on m'avait interrogé sur la difficulté de conduire le changement dans l'éducation nationale. Je pense que sur ce sujet, c'est pas faux, mais en même temps, quand je regarde le ministère du Travail aujourd'hui, je me dis que dans l'éducation nationale, des fois, on est quand même pas mal. Et qu'on y arrive, en tout cas, ce qu'on aura fait à partir de la loi de 2013 et depuis, ça n'est pas rien. Surtout qu'on aura pu l'observer sur chacune des réformes qui ont été engagées, et peut-être celle-ci vous sépare-t-elle dans cette salle, peut-être qu'il n'y aura pas la même unanimité sur les questions d'évaluation ici que sur la réforme du collège ou la réforme des rythmes scolaires, mais dans un contexte qui était un contexte difficile, heurté, avec beaucoup de radicalité et des comportements qui apparaissent encore parfois un peu disproportionnés par rapport aux réformes que nous mettions en œuvre. Je vous rappelle que les gens s'enchaînaient dans les écoles au moment de la grille des écoles, au moment de la réforme des rythmes scolaires, avec des maires qui encourageaient cela. On avait même une maire dans la Loire qui commençait une grève de la faim. Donc on était quand même dans des comportements assez incroyables. Et ces comportements se sont quand même répétés dans les dernières années. Dès lors qu'on a parlé d'école, je me souviens de la question des ABCD de l'égalité, de leur généralisation, de la réforme du collège. Il y a quand même une sorte de théâtralisation de la violence, du conflit autour de l'école et autour des élèves, qui est le fait à la fois
parfois des parents d'élèves eux-mêmes. Je me souviens du mouvement des Gilets jaunes. C'était quand même un mouvement dont on ne peut pas dire qu'il était animé d'un grand esprit de pédagogie sur son combat à l'époque. Mais je me souviens aussi des positions qui étaient celles d'un certain nombre parfois d'organisations syndicales, d'organisations de parents d'élèves. Et j'avais fait un jour une compilation de communiqués de différents acteurs de la communauté éducative pour commenter les décisions du ministère, qu'elles relèvent du statut des enseignants, des réformes qui étaient engagées dans le domaine pédagogique, dans le domaine des programmes, etc. Et on l'a vu à chaque étape des discussions sur le socle, à chaque étape des discussions sur la rénovation des programmes. Quand on refait la compilation des communiqués, mais je vous assure, les mots qui sont utilisés apparente la réforme de l'éducation à une réforme comment dire, en zone de conflit, quoi. Je ne vais pas dire en zone de guerre, mais les mots sont quand même d'une rare violence, souvent. Et c'est assez quand même frappant de constater cela, et évidemment de noter le contraste entre les échanges que l'on peut avoir auprès de vous et avec vous, et le climat général. Alors, quelle remarque voulais-je faire par rapport à cela ? Voyez-vous, je crois très précieux le travail du mouvement contre la constante macabre. D'ailleurs, au passage, ce matin, la dernière fois, je me souviens, j'étais arrivé en retard parce que j'avais des problèmes de nounou, je crois. Et ce matin, je disais à ma fille qui me demandait où j'allais, je lui ai dit que j'ai donné le nom de votre mouvement, et ça lui a fait penser à Harry Potter. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est macabre, mais je me suis épargné au petit déjeuner l'explication ce qu'était la constante macabre, mais je veux juste vous dire que le premier réflexe pour une enfant de CE1 aujourd'hui, c'est de penser que tout ça, cela ramène à Harry Potter. Fin de la parenthèse. Je ne sais pas si ça vous rendra joyeux ou triste, mais surtout Harry Potter, c'est quand même pas la référence la plus emblématique. Vous allez dire qu'un ex-ministre de l'Éducation nationale fasse lire Harry Potter à sa fille est extrêmement grave, peut-être. Non. En fait, dans la réalité, voilà, pour l'anecdote. Mais je voulais vous dire que j'ai été invité, j'ai trouvé l'initiative très utile par Najat Vallaud-Belkacem à intervenir devant un parterre de sommités très respectables de l'éducation nationale, comme on sait en réunir dans ce pays, lors du colloque qui a été organisé des journées sur la refondation de l'école de la République. Et avec Vincent Payon et Najat Vallaud-Belkacem, on a essayé de dessiner ce qu'est la cohérence des choix politiques successifs qui ont été faits. Et à cette occasion-là, je rappelais ce qui était la conviction de Jaurès vis-à-vis de l'institution scolaire, à laquelle il prêtait d'immenses qualités et un rôle évidemment éminent, mais dont il estimait que les efforts seraient vains si la société qu'on préparait par ailleurs était une société inégalitaire, injuste, et qui, à bien des égards, nous renvoie à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et quand je regarde l'agenda qui est le nôtre aujourd'hui, on peut estimer que si des actes ont été posés en matière de réforme de l'évaluation, et moi je me réjouis de rapports rendus publics de l'expérimentation dans l'Académie Orléans-Tours, hein, qui montre que l'évaluation sans note a un impact positif à la fois sur les élèves qui étaient les élèves les plus en difficulté, dont le niveau s'améliore, et qui ne fragilisent pas les élèves qui étaient jugés les meilleurs. Donc on a là quelque chose qui valide toutes les intuitions, toutes les convictions et toutes les propositions de votre mouvement, et qui donc milite incontestablement pour une évolution de l'évaluation dans le système éducatif français. Donc en dépit de tous ces progrès, on peut imaginer que dans la dernière année, parti comme c'est en plus, je ne vois pas de grands chamboulements. Et puis par ailleurs, je ne sais pas si c'est souhaitable qu'il y ait une sorte de grand soir de l'évaluation, c'est pas comme ça que ça se passera non plus, mais il n'y aura pas forcément d'actes significatifs, j'imagine, durant l'année 2016-2017. Et en même temps, à partir de là, et vu les perspectives politiques et démocratiques telles qu'elles existent, si jamais il devait y avoir alternance, j'ai peur qu'on ait là aussi une forme de crispation sur les questions d'évaluation. On l'a vu dans les dernières années où, comme nous sommes dans une période de crise, il y a
une forme de double polarisation, une polarisation créative dont vous faites partie, qui cherche des solutions positives, et une polarisation régressive et négative, et qui est celle qui se met à rêver du bon vieux temps, avec nostalgie des élèves respectueux de leurs enseignants, qui se lèvent quand un adulte rentre dans la classe, et puis, si possible, avec des blouses grises, et puis ce serait presque le retour de la craie et du tableau, mais plus généralement, sont hiérarchisés, notés de manière à trier les bons et les mauvais élèves. Bref, on a quand même aujourd'hui une vraie crispation et des vraies tentations régressives. Et donc, pour tout ça, pour vous dire que je ne perçois pas dans les années à venir forcément de changements majeurs dans le champ de l'évaluation. Peut-être que je me trompe, mais je ne les vois pas, je ne le vois pas naturellement. Pourquoi ? Et je vais en arriver à ce qui sera à la fois ma conclusion et le principal message que je voulais vous adresser. D'abord parce que je pense que c'est très difficile d'attendre des élites françaises aujourd'hui qu'elles modifient les règles du jeu d'un jeu qui leur a souri. Comme il a souri à leurs parents, il sourira à leurs enfants. Et à partir de là, à part quelques-uns, évidemment, il y en a qui y sont prêts, mais assez majoritairement, les résistances à l'évolution du système éducatif français, à ce qu'il ne soit pas un système qui élimine de manière précoce, trie par l'échec, ordonne les élèves entre les bons et les mauvais, etc. Les résistances, elles sont d'abord parmi les élites qui sont les gagnants de ce système, les vainqueurs du système, en tout cas ceux qui ont été choisis, sélectionnés et qui sont maintenant en situation de diriger le pays. Mais je reviens à Jaurès. À bien des égards par ailleurs, notre système éducatif, aujourd'hui, dans l'organisation qui est la sienne, s'inscrit dans une société, dans un monde qui lui-même met de plus en plus en concurrence les individus, les distribue de plus en plus selon leur capital social, culturel et économique, ordonne et hiérarchise les individus selon leurs mérites respectifs, et avec ce beau vieux principe de l'égalité des chances, on est tous sur la même ligne de départ, top chrono, boum, tout le monde part, et puis on regarde ceux qui gagnent et qui perdent à la fin, peu importe, certains aient des mobylettes, ou d'autres soit à pied, se traînent, etc. C'est à peu près toujours le même résultat dans la course, sauf qu'on trouvera toujours un ou deux élèves méritants ou un ou deux jeunes méritants pour assurer la propagande du système. Regardez ce petit jeune des quartiers qui a réussi, qui est devenu chef d'entreprise, c'est pas formidable, l'école de la République. Moi je prends cet exemple, je suis élu de Trappes et on a une jeune trappiste qui vient d'être, une fille remarquable, qui vient d'être avoir le prix de la meilleure mémoire de recherche à l'EDEC. Et donc tout le monde disait, vous voyez, de Trappes, du lycée de la Plaine de Naufle, en étant passé par le collège Gagarine, et pendant il est passé par l'école Massé, on a pu faire cette jeune fille, voilà. Et elle s'appelle Hayat Mahazouza, une fille charmante, et qui a parfaitement compris qu'elle servait d'ailleurs d'étendard au système. On en trouve plusieurs comme ça, mais en l'occurrence, rien ne bouge. Et ce que je veux vous dire, pour faire simple, c'est qu'il me semble que si on doit beaucoup investir dans le fait que l'école peut nous aider à changer la société, je pense aussi qu'il sera plus facile et plus simple de changer l'école si on a changé aussi un certain nombre des règles du jeu qui sont celles aujourd'hui de nos sociétés contemporaines. Et parmi celles-là, la question démocratique, donc la question institutionnelle, qui, à mon avis, est une question centrale dans le débat politique français. Également, un certain nombre d'approches que nous pouvons avoir aux questions de croissance, à la question du travail, on peut le voir avec le débat sur la loi au travail, à la mise en concurrence des individus entre eux. Ce sera aussi plus simple de changer l'école si nous sommes capables de modifier un certain nombre de règles du jeu de la société. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra aussi beaucoup investir dans ce domaine-là si nous voulons que les choses évoluent dans le bon sens en matière dans le domaine éducatif. Bon, je ne veux pas être trop long et je ne veux pas vous faire un long discours politique. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en tout cas, pour avoir suivi vos travaux, les suivre encore, je trouve ceci extrêmement précieux. Moi, je suis totalement acquis
au principe d'une évaluation bienveillante et d'une évaluation au service des progrès des élèves, et une évaluation, et Agathe l'a très bien dit, qui indique un chemin et qui informe, outille, équipe l'élève sur ce qu'il a accompli, ce qui reste à accomplir, et je n'ai aucun doute sur les mérites de cela. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle nous prépare une école beaucoup moins inégalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle nous prépare aussi des citoyens qui seront, par définition, eux-mêmes plus bienveillants. Et je termine par ça. Vous avez peut-être vu, je m'occupe beaucoup des questions de burn-out aujourd'hui. Ça ne concerne pas que l'éducation nationale d'ailleurs, parce que plus généralement la société. Et on voit aujourd'hui que dans l'entreprise, beaucoup, mais aussi dans les services publics, on a des formes de management, des politiques en termes de ressources humaines, des politiques de la hiérarchie à l'égard des salariés qui mettent de plus en plus la pression sur les individus, réclament d'eux une performance qui est parfois n'est pas du tout indexée sur leur implication, leur travail réel, mais sur le fait d'obtenir des résultats. Cette société-là aussi, qui est une société malveillante au sens où elle affecte la santé des individus, crée de la souffrance, c'est une société c'est la France d'aujourd'hui. Et j'ai la faiblesse de croire que si demain notre système éducatif se fonde sur une évaluation qui est une évaluation bienveillante, elle nous aidera aussi beaucoup à contribuer à faire en sorte que une fois adulte, dans le champ économique, dans le champ politique, on ait des relations beaucoup plus apaisées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, merci pour votre travail, merci pour votre implication. Continuez à être une petite flamme, sinon demain un grand incendie, je l'espère, mais autour de ces questions d'évaluation. En tout cas, moi, je continuerai à relayer avec conviction et fidélité vos thèses et vos propositions dans le débat public. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Agathe Cagé. Alors, moi, d'habitude, mes conférences durent 3 heures. Il me reste 5 minutes. J'ai quand même des petites choses à dire, peut-être positives par rapport à ce qu'a dit Monsieur le Ministre. Quand on dit si la droite revient au pouvoir, enfin un peu un chat, etc., ça risque. Je dois dire très honnêtement, puisque ça fait maintenant 12 ans qu'on milite dans ce combat, qu'on a eu de précieux soutiens de la droite, de la gauche, de l'enseignement catholique, et que ça se passe bien au-delà des clivages. Et que si je devais, moi, voir apparaître un clivage, ce serait plutôt dans le monde éducatif, entre les décideurs, les brillants planeurs, je les appelle souvent avec un peu d'affection, et le terrain. Et là, les brillants planeurs, ça c'est un dysfonctionnement que je dénonce avec force, ne tiennent pas suffisamment compte de la vie du terrain. On fait vaguement venir le représentant syndical dans une réunion, il n'ose pas prendre la parole, souvent il y avait avec des gens qui pontifient, des savants, entre guillemets. Là, il y a un vrai problème. Mais l'éducation nationale, au-delà des clivages politiques, je fais suffisamment de conférences avec des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers de professeurs que j'ai en face de moi, avec d'ailleurs le témoignage de Corinne Ottomanicro, ont envie de bouger. Je dis de manière un peu résumée que s'il y avait un mammouth dans l'éducation nationale, c'est pas le terrain, il faut le chercher plus haut. Et là, des gens qui nous qualifient, je ne sais pas, de pédagogues. Vous avez entendu ce mot-là, pédagogue. Moi, je suis fier d'être pédagogue. J'aime la pédagogie, je m'intéresse, de tout temps, je me suis intéressé à mes étudiants, c'est pas du tout une critique, alors ils nous balancent ça. Il y a des pédagogues, etc. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans notre combat, on milite pour une évaluation, Monsieur le Ministre, bienveillante, certes, mais j'ajoute toujours non laxiste. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité, je le dis à qui veut l'entendre, que mettre une bonne note à un élève qui ne la mérite pas, je crois vraiment que ce n'est pas lui rendre un bon service. Il faut inciter au contraire les élèves, ça ils le savent au ministère, je le répète sans arrêt, bienveillants, mais non laxistes. Et justement,
entre autres l'évaluation par contrat de confiance, c'est pas laxiste. Les élèves travaillent infiniment plus. Une autre petite remarque que je me permets de faire, monsieur le ministre, par rapport aux élites. Il y a 3 ans, j'ai été invité, j'ai été même surpris parce que j'étais même l'invité d'honneur à la conférence des grandes écoles, pour faire une conférence plénière, etc., qui ont pris conscience que ce problème de constante macabre et le décrochage scolaire, c'était un problème vraiment national, même en termes économiques. Tous ces jeunes qui se retrouvent sans emploi, et on pourrait penser qu'à ce niveau, ils ont bénéficié eux-mêmes du système, donc ils pourraient se dire on s'en fiche. Ben non. Et ça, c'est un peu une autre. Je crois pas que je me fasse des illusions. C'est sur le terrain, ça bouge. Il y a une prise de conscience réelle. Vous avez dans votre dossier pas mal de documents, entre autres une liste de soutien. Je n'ai pas le temps de les énumérer tous, de personnalités qui nous ont soutenus depuis le début de ce combat, et vous allez voir qu'il y a des noms de personnalités de gauche, de droite, de l'enseignement catholique, de l'enseignement public. Je pense au ministre Jacques Valade, Hubert Curien, enfin François Bayrou, qui m'avait reçu, etc. C'est un peu une note d'optimisme, c'est-à-dire que, quels que soient les résultats des futures élections présidentielles, à mon avis, il faudra se méfier surtout de personnes qui ont pignon sur rue, comme on dit, et qui balancent sans arrêt que les gens, le système éducatif français, que le niveau baisse, que les élèves ne savent plus lire ni écrire. D'abord, c'est des menteurs, je le dis avec force. Là aussi, quand on regarde en détail les programmes, on en fait beaucoup plus actuellement dans les programmes qu'il y a 50 ans. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que les priorités ont évolué. Maintenant, c'est vrai que les élèves sont moins bons en orthographe qu'il y a 50 ans. Alors, comme on est entre nous, je peux dire que les professeurs, c'est pareil. Quand j'ai fait mes enquêtes, mon objectif n'était pas de tester le niveau en orthographe de mes collègues. Moi, je suis un peu un maniaque, je fais du grec, du latin. Ça veut dire que le niveau en orthographe a baissé, mais dans le même temps, le niveau dans d'autres domaines a clairement augmenté. Par exemple, l'initiation à l'informatique, etc. Donc, le vrai problème à poser, c'est pour ça, là, dans toutes mes conférences, je suis en colère par rapport à ces gens qui dénigrent complètement notre système éducatif. Nous, on remet en question l'évaluation, parce qu'on espère qu'on va pouvoir l'améliorer, mais certainement pas le système éducatif français, qui a des grandes qualités, quand on le compare par exemple aux pays anglo-saxons, le développement de l'abstraction, de la rigueur, etc. On n'a pas du tout à en rougir. Alors je crois que la mise en garde, quels que soient les futurs, les résultats des élections qui vont arriver, c'est plutôt se méfier de ces brillants planeurs, et parfois ils sont même plus redoutables quand ils ont une étiquette de gauche, parce que comme ils sont de gauche, on se dit ça va, ils sont gentils, et puis c'est pas toujours vrai. Ouais. C'est vrai. Non, je suis bien placé pour le savoir. Non, je voulais faire cette remarque. Et puis, Agathe Cagé a parlé de phénomènes inconscients. Je dis aussi dans mes conférences qu'on pourrait faire des thèses très intéressantes sur le rôle de l'inconscient chez l'être humain et dans le fonctionnement de nos sociétés. Parce que c'est vrai que la constante macabre, moi pendant 20 ans à l'université, moi qui adore mon métier, j'ai toujours été considéré comme un enseignant très proche de ses étudiants. J'étais persuadé qu'un bon sujet d'examen que je posais devait donner lieu à une moyenne de 10 sur 20, quelles que soient mes qualités pédagogiques, le niveau de facilité ou de difficulté des élèves, quel que soit le climat, tous les quels que soient. 10 sur 20, c'est-à-dire qu'avec une répartition à peu près régulière des notes, la moitié des élèves avec plus de 10 et la moitié avec moins, donc un échec. Et sans m'en rendre compte. Et j'étais persuadé que j'étais droit dans mes bottes, comme on dit, que ma mission était remplie, finalement, si un élève sur 2 était en échec. Je vous assure qu'on pourrait faire des tests très intéressantes en psychologie de l'inconscient là-dessus. Hein.
sans me rendre compte. Et justement, le déclic de la constante macabre, c'est pas moi du tout qui ai découvert qu'il y avait cette tendance à retrouver les 3/3 dans une répartition de notes. Ça fait plus quelques siècles qu'on le sait, ça, qu'on s'en est rendu compte. Moi, je m'en étais rendu compte aussi. Mais je pensais que c'était normal. Ce qui est de moi, par contre, j'ai eu ce déclic, c'est de me rendre compte que c'était aberrant, que c'était absurde, c'était grotesque. Mais ça m'a fallu 20 ans. Donc, c'était par rapport, vous avez pas eu le mot inconscient, il m'a fallu 20 ans pour m'en rendre compte. Je ne veux pas être trop long, j'ai débordé de 2 minutes. Voilà. Je vais arrêter là, donc. Voilà, si vous voulez applaudir, vous pouvez applaudir, c'est pas interdit. Et je tiens vraiment, vraiment et très sincèrement, au nom de tout le mouvement, à remercier les personnalités qui nous font le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Madame la ministre, qui a envoyé pour la représenter Agathe Cagé, Monsieur le ministre Benoît Hamon, mais vous savez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On a tous noté que vous viendrez chaque année à notre colloque. Je veux aussi remercier tous ceux qui nous ont aidés. Par exemple, François Jarreau, c'est très important, un partenariat pour faire venir des gens à ce colloque, et bien d'autres. Voilà. Je vais arrêter là pour laisser la place à la suite du programme qui est chargé. Juste un mot, vous avez tous lu le programme évidemment, c'est que cette année, on va encore parler de l'EPCC et de ses variantes. EPCC, c'est évaluation par contrat de confiance. Mais il sera question d'autres choses, d'autres questions que l'on va aborder pour supprimer la constante macabre. Il n'y a pas que l'évaluation à laquelle on pense dans les contrôles de connaissances, etc. Le travail sur projet, il va en être question dans la table ronde qui suit. Revalorisation des matières considérées à tort comme secondaires, ça on pourrait se poser cette question aussi. Je l'avais posé, moi il y a 4 ans, j'étais invité aux journées de refondation de l'école de la République, et j'avais posé, il y avait peut-être 300 ou 400 personnes, j'avais dit, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi jouer d'un instrument de musique est moins formateur pour un élève que de faire un exercice de maths, surtout quand il ressemble à 18 qu'on a fait avant. Personne ne m'a répondu. Donc je veux dire, actuellement, on a tendance à mettre un élève, à lui mettre une étiquette élève en échec, parce qu'il a des notes insuffisantes dans une ou deux matières, même il joue très bien, il est très fort en musique, en sport, en arts plastiques, etc. C'est aussi un problème qu'il faut aborder clairement. Pourquoi cette suprématie des maths, pour ne pas la citer, etc. Je suis prof de maths. Et en plus, c'est pas... Personne n'est parfait. Mais Hubert Curien le disait d'ailleurs. Hubert Curien le disait. Il nous a soutenu vraiment avec fidélité. C'est le premier préfacier de mon premier livre. Il l'a remis dans le second, etc. La collusion trop fréquente entre formation et sélection stigmatisée par André Antibi cause de réels ravages. Ça veut dire quoi? Que ça n'aura même pas servi aux maths. Maintenant, à force d'utiliser les maths comme outil de sélection, les élèves n'arrivent plus à faire des maths par plaisir. Dès qu'on a un point de plus, on pense qu'on va avoir plus d'argent quand on aura un métier, on va rentrer dans une belle école. Ce n'est pas un bon service qu'on aura même aux mathématiques de faire jouer aux maths ce rôle de privilégié. Vous voyez, j'avais dit que je m'arrêtais, puis j'ai continué. Donc je vais arrêter pour de bon, parce que je ne m'arrêterai pas. Je vous remercie. On va laisser la place à François Jarreau pour la table ronde qui va suivre. Merci.